Chers demandeurs, chers partenaires potentiels de cet appel à projet de capitalisation, bienvenue sur cette présentation où l'on va vous expliquer comment fonctionne et comment présenter correctement le formulaire de demande sur le système de soumission en ligne qui est disponible à l'adresse suivante que vous voyez sur cet écran, nicbcmed.eu/iform. Quand vous cliquez sur ce site, vous arrivez à la page d'accueil où vous allez trouver essentiellement deux liens. Un lien pour créer un nouveau compte d'utilisateur ainsi qu'un lien pour ceux d'entre vous qui sont déjà inscrits. Nous allons voir tout de suite comment créer un compte utilisateur pour démarrer une demande. Donc nous accédons sur ce lien et nous retrouvons un formulaire très succinct, un formulaire facilement remplissable où vous devez nous fournir un certain nombre d'informations, notamment votre nom, nom d'utilisateur, prénom, mail, téléphone, et faites bien attention également au mot de passe. Alors on va voir que le mot de passe doit contenir un minimum de 8 caractères, dont au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule et un numéro. Vous devez donc répéter ce mot de passe correctement afin de vous inscrire. Une fois que vous aurez rempli tous les champs de ce formulaire, l'icône s'inscrire apparaîtra dans une autre couleur et vous pourrez vous inscrire. Évidemment, pour les fins de cette présentation, nous n'allons pas remplir ce formulaire car nous avons déjà créé un compte pour réaliser le test que nous allons faire avec vous aujourd'hui. Toutefois, avant de continuer, je voudrais vous rappeler l'importance de lire le guide de l'utilisateur qui est disponible sur cette page. Donc, en cliquant ici, le guide de l'utilisateur va s'ouvrir. Vous allez voir que c'est un guide très complet avec 61 pages où la plupart des questions que vous pouvez avoir pendant la soumission, des doutes que vous allez avoir, sont déjà répondus dans ce guide. Donc ce sera vraiment une aide importante pour vous et ça vous fera gagner beaucoup de temps. Alors si on retourne en arrière, on va voir que sur cette même page, vous avez en dessous une adresse, l'adresse pour le soutien technique, donc pour toutes les questions en relation avec l'application que vous aurez jusqu'à la soumission. N'hésitez pas à les envoyer à cette adresse email de iform-support-regione.sardegna.it ou bien entendu l'équipe technique de l'autorité de gestion se fera un plaisir de répondre à vos questions. Enfin, si vous avez pendant la phase de soumission des demandes autres que des questions relatives à l'application, vous pouvez également les formuler à tout moment sur le site web à travers la section spécifique pour les questions et réponses. Voilà, donc nous avons vu comment créer un compte d'utilisateur et nous pouvons maintenant cliquer sur le deuxième lien, le lien connectez-vous pour compléter votre demande. Nous inscrivons ici notre nom d'utilisateur, dans mon cas BO Valencia 3 et le mot de passe. Voilà, j'inscris le mot de passe, je me connecte et j'arrive à une nouvelle page d'accueil, cette fois-ci la page d'accueil à l'intérieur du formulaire de soumission. Alors, on retrouve ici en haut quelques informations intéressantes. L'appel terminera le 28 juillet à 13h, heure de l'Europe centrale. Donc ça, c'est important pour tous ceux d'entre vous qui ne sont pas dans la zone horaire de l'Europe centrale. Faites bien attention à cette heure. Et vous avez également à droite le temps restant à titre indicatif jusqu'à l'arrivée de cette date limite et de cette heure limite. Quand vous arrivez sur le formulaire, vous allez voir qu'en accueil, on vous rappelle, le programme vous rappelle que vous pouvez aller à la section documents et télécharger tous les documents clés et tous les documents indispensables pour la soumission de cet appel. Donc, dans le menu vertical de gauche, vous pouvez descendre jusqu'à la section documents. À la section documents, vous cliquez une nouvelle fois sur documents
et vous arrivez sur tout ce que vous pouvez télécharger, pouvez et devez télécharger à ce stade. Et si l'on va sur le type de document, vous allez trouver une série de documents téléchargeables. Donc, important, très important, allez directement à la section documents et assurez-vous que vous téléchargez les versions correctes des documents indispensables pour la soumission. Une fois que c'est fait, nous pouvons aller retourner dans le menu vertical et commencer par la section info préliminaire. Alors, si vous faites attention au menu vertical de gauche, vous allez remarquer qu'il y a une séquence précise et nous vous conseillons, lors du remplissage de votre formulaire, de suivre cette séquence et de ne pas passer l'une ou l'autre section et surtout de ne pas commencer votre projet par remplir les sections qui sont à la fin, comme ça pourrait être le cas du budget, de l'environnement, de la capacité financière. Soit vous n'allez pas pouvoir le faire, soit vous allez pouvoir le faire, mais ça pourrait vous faire perdre beaucoup de temps dans une phase ultérieure. Donc vraiment important, l'application est pensée pour être remplie dans la séquence que l'on vous propose. Si on va sur la section info préliminaire et on doit remplir deux onglets, des informations de base sur le projet et des informations de base sur le demandeur. Vous devez donner un titre à votre projet. Ici, au fin de notre test, on va tout simplement dire titre et accro pour l'acronyme. Et ensuite, vous devez choisir une durée entre 12, 18 et 24. Dans notre exemple, on va imaginer 24 mois. Vous devez choisir un objectif thématique parmi les 4 objectifs thématiques du programme. Nous allons imaginer que notre projet fictif porte sur l'objectif thématique 2. Et enfin, il faut choisir également une priorité. Nous allons choisir la 2.1, le soutien au transfert technologique. Je sauvegarde et je vérifie. Très bien. Et ensuite, je remplis les informations sur le demandeur. Il faut choisir un statut juridique. Dans notre cas, dans notre exemple, il s'agit d'une administration publique régionale ou locale. Assurez-vous que vous choisissez le bon statut. C'est très important. C'est le statut qui doit être démontrable dans vos documents légaux. Je choisis un bénéficiaire principal, un demandeur de l'Espagne et de la région qui accueille l'antenne de Valence, donc la région de la Communauté valencienne. On va l'appeler GVA, qui est l'acronyme de la Communauté valencienne. Voici son numéro d'enregistrement et je vais donner mon adresse comme adresse de représentant légal. Je sauvegarde et je vérifie. Et vous allez voir que en haut de notre écran apparaît un avertissement. Double soumission potentielle, veuillez contrôler votre boîte de réception. Pourquoi je reçois ce message d'avertissement? Parce que j'ai déjà une proposition sur ce même objectif thématique et sur cette même priorité déposée, pas encore déposée, mais créée un petit peu avant cet exercice fait avec vous. Donc, le système détecte que je suis en train de travailler et que je pourrais éventuellement soumettre deux propositions sous le même objectif thématique, ce qui est interdit sur cet appel. C'est un critère qui peut conduire au rejet de la proposition. Donc, rappelez-vous, vous ne pouvez présenter qu'un seul projet par objectif thématique. D'ailleurs, si l'on retourne en arrière, information sur le projet, et je décide de changer mon objectif thématique. Je vais maintenant viser le développement des entreprises et des PME, notamment le renforcement des clusters. Je sauvegarde et je vérifie. Même chose ici pour l'information sur les demandeurs qui n'ont pas varié. Ça prend un peu de temps parfois pour enregistrer les données, mais ça arrive. Et vous allez constater, malheureusement, mon navigateur n'est pas rapide, donc ce n'est pas encore arrivé, mais vous allez voir tout de suite que l'avertissement n'apparaîtra plus.
Pour l'instant, il apparaît, mais dès qu'il n'apparaîtra plus, je vous le montrerai. Dans tous les cas, pour revenir au formulaire et au menu de gauche, vous allez voir que les informations préliminaires sont maintenant remplies à 100%. Donc, vous avez rempli correctement les informations sur le projet et sur le demandeur. Maintenant, on remarque que le message n'apparaît plus. Le message d'avertissement n'apparaît plus puisque l'on présente, je vais maintenant présenter cette proposition, cet exercice à l'objectif thématique 1 et donc il n'y a plus de cas de possible double soumission. En ce qui concerne l'avertissement éventuel en cas de double soumission, et il faut savoir qu'un mail sera envoyé au demandeur qui se trouvera dans cette situation de double soumission potentielle en lui avertissant que cela est impossible. Une fois remplis les infos préliminaires, et vous pouvez voir dans le menu vertical de gauche que info préliminaire est en vert et à 100%, donc 100% complété, nous allons aller sur la section projet. Sur la section projet, la première sous-section que nous allons trouver est la section synthèse. Alors, synthèse, nous voulons que les projets nous présentent un résumé de leur proposition. Vous allez voir que sur le point I, vous accédez à un certain nombre d'informations. Donc ça, c'est valable pour l'ensemble de la proposition. Nous allons cliquer sur le point I et vous allez voir ce que le programme désire pour cette description, pour cette synthèse. Donc faites bien attention à ces différents éléments d'information parce que c'est ce que le programme veut retrouver dans votre synthèse et c'est valable pour toutes les autres sections. Vous découvrez également que vous avez 2000 caractères disponibles pour cette description. Si vous le souhaitez, vous pouvez agrandir cette section donc en faisant glisser la partie inférieure droite. C'est un petit peu plus facile pour vous de vous situer. Ensuite, une fois remplie la synthèse, qui est très important parce que c'est la première chose que les évaluateurs vont voir, donc ne sous-estimez pas l'importance de la synthèse. Vous allez retrouver ensuite les mots-clés keep et là vous pouvez choisir jusque 3 mots-clés keep. Donc, vous avez un dépliant, vous en choisissez 3, vous choisissez les mots-clés qui sont les plus représentatifs pour votre projet. Dans notre exemple, on va tout simplement remplir un résumé. On va indiquer résumé et je vais choisir une série de mots-clés, notamment éducation non, excusez-moi, on va choisir le marché du travail et l'emploi parce que nous aurons un impact à ce niveau-là. On va choisir nouveaux produits et services et enfin on va choisir clusterisation. Donc voilà pour nos 3 mots-clés et maintenant on peut sauvegarder. Les données ont été sauvegardées avec succès, vous le voyez au-dessus. Et maintenant vous voyez que synthèse apparaît en vert et apparaît à 100%. Alors juste un petit renseignement pour ceux qui viendraient de remarquer. Ici en haut, j'ai toujours un avertissement de possible double soumission potentielle. Ceci ne devrait plus apparaître. Il s'agit d'une erreur, mais due à mon navigateur. Donc, dans votre cas, cette erreur ne devrait pas apparaître. Parce que, rappelez-vous, on a déjà modifié l'objectif thématique. Une fois la synthèse et les mots-clés keep choisis, donc nous pouvons aller à la section suivante dans le menu de gauche, qui est la section pertinence. Ici, c'est une section qui ne présente pas de difficultés techniques majeures, mais une section essentielle évidemment pour l'explication de votre proposition.
vous pouvez voir qu'ici, vous allez devoir remplir 3 sections. Donc, on a la partie 1, on a la partie 2, et enfin la partie 3 sur les synergies, sur laquelle nous allons revenir un peu plus tard. Et donc, on va commencer par la partie 1. Pour chacune des différentes sous-sections, vous pouvez voir qu'il y en a 6. Comme expliqué auparavant, vous avez un point d'information sur lequel vous pouvez accéder et vous allez retrouver l'explication de ce que le programme entend retrouver dans vos propositions pour cet aspect clé du formulaire. Ici, au fin de notre projet, de notre exercice, on va simplement copier et coller dans le formulaire. Évidemment, vous devrez décrire dans quelle mesure votre projet est cohérent avec la stratégie du programme d'une part et avec le cahier des charges d'autre part. Très important, la méthodologie, c'est une nouveauté par rapport aux appels précédents. Vous allez devoir expliquer dans quelle mesure la méthodologie que vous proposez, votre proposition, va contribuer aux 3 objectifs de l'appel à capitalisation qui ont été expliqués, qui sont expliqués dans la proposition, dans la présentation, excusez-moi, dans la présentation sur les cahiers des charges que je vous invite à bien écouter et bien lire attentivement. Et rappelez-vous les 3 objectifs fondamentaux pour cet appel à capitalisation qui sont le transfert et l'exploitation des résultats, le renforcement des réseaux ainsi que la diffusion stratégique auprès des pouvoirs publics et des responsables politiques. Tout ça doit se retrouver ici à cette section 1.2 de la pertinence. Ici, dans notre cas, on va tout simplement copier-coller, alors que vous devrez expliquer évidemment comment votre proposition contribue aux objectifs de l'appel. Pour ça, vous aurez 4000 caractères. Rappelez-vous que vous pouvez augmenter l'espace en faisant glisser le cadre dans le coin inférieur droit. Et ensuite, vous allez avoir un certain nombre d'autres sections à remplir. Pour ceux d'entre vous qui ont participé aux appels précédents, pas de surprise, vous allez retrouver l'impact transfrontalier, vous allez retrouver le changement escompté, c'est-à-dire que va changer, que va modifier, que va apporter votre proposition. Vous avez un thème transversal pour notre programme qui est le renforcement des capacités institutionnelles et de la coopération interculturelle, donc 2 éléments transversaux qui doivent être intégrés dans vos activités, dans votre proposition. Et enfin, dernière section, première partie, n'est pas la moindre, c'est l'explication des groupes cibles. Et là, j'insiste sur décrire les groupes cibles, quantifier les groupes cibles et nous dire quels sont leurs besoins, comme on l'explique dans la présentation sur les critères d'évaluation. Sans une bonne description, quantification des groupes cibles et de leurs besoins, la proposition n'a pratiquement aucune chance d'aboutir. Donc ici, vous avez 2000 caractères, mais 2000 caractères vraiment décisifs. Il faut bien nous expliquer de quoi il s'agit. Vous pouvez sauvegarder. Nous vous conseillons de sauvegarder le plus souvent possible. Donc, n'attendez pas d'avoir rempli les 6 sous-sections pour sauvegarder, mais sauvegarder après chaque sous-section, ce sera plus prudent. Si nous allons à la partie 2, nous avons la partie qui concerne les aspects, les thématiques transversales du programme. Vous pouvez trouver ici une explication comme dans les autres cas. Et ensuite, vous avez la partie sur la durabilité environnementale, les effets positifs, négatifs potentiels. Bref, et ça, vous allez le découvrir. Ça ne présente pas de difficulté majeure. Nous avons ici pour notre proposition, tout simplement remplir avec description. Et nous allons description en
PME, enfin, description, et je vais le copier dans les autres sections. Comme ça, le système de soumission va interpréter que j'ai rempli les sections. Ici, vous allez trouver deux éléments fondamentaux. À la section 1.9, les bénéficiaires finaux et leurs besoins. C'est à ne pas confondre avec les groupes cibles. Donc, si vous allez présenter un projet, comme c'est le cas de notre exercice ici sur la priorité 1.2 sur le renforcement des clusters, les bénéficiaires finaux pourraient être les consommateurs, c'est-à-dire les citoyens qui vont bénéficier en dernière instance des améliorations du secteur, du cluster en question, faites pour améliorer la compétitivité des PME de ce cluster. Donc, bien quantifier les bénéficiaires finaux, bien les décrire et bien se rappeler qu'il s'agit de quelque chose de différent et que ce n'est pas la même chose que les groupes cibles. Et enfin, vous allez devoir nous parler du type d'innovation proposée, parce que, comme vous le savez, tous les projets doivent aller au-delà de ce qui a été fait jusqu'à présent sur la coopération territoriale. Donc, à vous ici de nous démontrer que votre proposition est novatrice. Nous pouvons regarder. Vous remarquez pendant ce temps que sur le menu vertical de gauche, le pourcentage évolue. Maintenant, la couleur est en orange parce que tout n'est pas encore rempli. Et enfin, nous allons à la partie 3, nous allons retrouver les synergies. Les synergies sont toujours importantes, mais plus encore sur cet appel. Vous allez retrouver ici la première, la possibilité d'obtenir des informations. Dans ce cas, elles sont très courtes, mais c'est une information clé puisqu'on vous dit qu'au moins une synergie doit être considérée. Rappelez-vous que ces synergies doivent être faites avec les initiatives, avec les projets qui sont proposés dans les cahiers des charges. Donc, il ne faut pas aller ailleurs, il faut prendre les cahiers des charges et regarder les propositions du programme et chercher des initiatives, des projets à capitaliser parmi ceux qui sont proposés. Vous pouvez proposer un maximum de 5 projets initiatives à capitaliser dans le cadre de cette proposition. Donc, nous allons faire l'exercice d'ajouter une synergie. On va l'appeler synergie 1. Et vous devrez nous donner une information sur le budget de cette initiative en pensant qu'il s'agit d'un projet, par exemple un projet de l'Union pour la Méditerranée, ayant un budget d'1 million d'euros pour faire simple et schématique. Et vous allez pouvoir ensuite choisir des pays. Vous pouvez en choisir plusieurs en vous aidant de la touche contrôle. Imaginons que ce sont les 3 pays, Chypre, Égypte, Espagne, qui participent. Les réalisations, parce que nous ne voulons pas seulement que vous listiez les projets, les initiatives avec lesquelles vous allez être en synergie, mais il faut nous dire quelles réalisations, quels outputs parmi ces initiatives vous entendez exploiter dans le cadre de cette proposition. Et donc là, nous, on va tout simplement dire réalisation numéro 1 et synergie à mettre en œuvre. Synergie, bien entendu, vous devrez dire à cette section avec 2000 caractères comment le projet, votre proposition va réussir à exploiter les synergies, comment ces synergies vont être mises en œuvre pour atteindre les résultats attendus du projet. Nous allons pouvoir ajouter, vous voyez, donc les données ont été sauvegardées avec succès dans le coin supérieur droit et nous pouvons en ajouter d'autres, nous pouvons en ajouter une deuxième. Donc vous voyez que la synergie apparaît maintenant en bas et on va faire la même chose pour la synergie qu'on va appeler synergie 2. Mais on va préciser chose qu'on aurait dû faire pour la précédente, l'intitulé du programme ou de l'initiative.
Alors pour la précédente, j'avais dit l'Union pour la Méditerranée, ici on va dire programme MED. Le budget cette fois-ci est d'1 500 000. Les pays impliqués sont différents. Cette fois-ci, on a uniquement des pays européens puisque le programme MED ne travaille pas avec les pays de la rive sud. Imaginons que nous ayons ces 3 pays. Les réalisations numéro 2, c'est celle parmi ce programme, parmi ce projet qui vous intéresse le plus. Et enfin, vous nous expliquez de nouveau comment les synergies vont être mises en place avec ce projet du programme MED. Vous ajoutez et vous avez maintenant, vous le voyez dans le menu vertical, 80% de la section pertinence qui a été remplie. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque éventuellement d'autres propositions. Sur notre proposition qui touche au thème des clusters, on peut imaginer très facilement le programme PRIMA qui approuve des projets en matière d'agroalimentaire, en matière de cluster agroalimentaire, et donc on va imaginer que notre proposition sera en synergie avec le programme PRIMA, et on donnera également le nom du projet de ce programme PRIMA qui nous intéresse dans le cadre de notre proposition. Enfin, on va, et c'est très important de le rappeler, dire comment le projet va contribuer au développement des politiques publiques. Vous savez que c'est un des 3 objectifs de cet appel à capitalisation, donc c'est une section fondamentale sans laquelle, là aussi, vos chances d'approuver seront très minces. Donc, bien porter une attention particulière à cette section et nous dire comment vous allez contribuer aux politiques. Contribuer aux politiques publiques, c'est très important. Nous allons maintenant sauvegarder. Voilà, les données ont été sauvegardées correctement. Et là, on retrouve que la pertinence. Vous avez maintenant 100% de rempli, pas de difficulté majeure à ce stade-ci. Et nous allons passer maintenant au cadre logique. Donc, on arrive sur le cadre logique. Voilà. Après avoir rempli donc les sections de la synthèse et de la pertinence, nous arrivons au cadre logique qui est une partie fondamentale de ce formulaire de demande en ligne. Donc, dans le menu vertical de gauche, nous allons à la section cadre logique et nous arrivons sur un écran avec 4 sous-sections différentes: objectifs et résultats, réalisation, indicateurs et aperçus. Nous allons tout d'abord remplir la première sous-section, objectifs et résultats. Tout projet doit définir un objectif général en lien avec l'objectif thématique du programme choisi pour cette proposition. Dans notre cas, nous allons tout simplement indiquer OG, acronyme d'objectif général. Pour plus d'informations sur comment décrire votre objectif général, veuillez cliquer sur le i d'information. Nous allons le sauvegarder. Et voilà. Ensuite, nous avons les objectifs spécifiques. Vous savez que vous pouvez avoir jusque 3 objectifs spécifiques. Eh bien, on va suivre le même procédé. Les objectifs spécifiques, veuillez faire attention à ce qu'ils soient en lien avec la priorité d'investissement que vous avez choisie et la description de cette priorité d'investissement dans le programme opérationnel conjoint. Nous, pour cet exercice, nous allons tout simplement les appeler objectifs spécifiques 1. Nous allons ajouter l'objectif spécifique 1, voici, et nous allons avoir un projet où nous aurons 2 objectifs spécifiques, 2 sur 3, et voilà. Nous retrouvons donc un objectif général et 2 objectifs spécifiques. Veuillez remarquer qu'à tout moment, vous pouvez supprimer ou modifier un objectif spécifique également. Une fois fait ce premier pas des 2 types d'objectifs décrits, choisis, nous allons maintenant nous attacher aux résultats attendus du programme. Et là, vous devez choisir dans un dépliant, nous allons voir tout de suite,
les résultats attendus définis par le programme pour la priorité d'investissement que vous avez choisie. Si vous vous rappelez un peu plus tôt, nous avons choisi pour cet exercice la priorité d'investissement 1.2, c'est-à-dire le renforcement des clusters. Pour cette priorité d'investissement, le programme opérationnel conjoint et notamment l'annexe 2 du programme opérationnel conjoint prévoit 2 résultats attendus possibles. Et donc, on vous demande ici de choisir un ou deux de ces résultats attendus. On va choisir, dans notre cas, tout d'abord le premier, augmentation du nombre de PME participant à ce consortium avec cluster. Et nous allons spécifier à droite quel groupe de tâches va contribuer à atteindre ce résultat attendu. Alors, vous pouvez voir que vous pourrez choisir entre le 3 et le 6. 3, 4, 5, 6. Pourquoi? Eh bien, parce que les groupes de tâches 0, 1 et 2 sont réservés au coût de préparation, à la gestion et à la communication. Ils n'interviennent donc pas dans le cadre logique. De plus, nous avons limité le nombre de groupes de tâches à 6. Donc, au-delà de 6, il n'y a pas moyen de définir de nouveaux groupes de tâches. Nous allons informer ici que le résultat attendu du programme 1, 2, 1 sera atteint à travers le groupe de tâches numéro 3. Et nous allons l'ajouter. Comme je vous l'ai dit, un projet peut poursuivre un résultat attendu du programme ou plusieurs résultats attendus du programme. Et nous allons dire que notre projet, notre exercice, va également poursuivre le deuxième objectif, le deuxième résultat attendu. Voilà. Et par contre, ce deuxième résultat attendu sera atteint par le groupe de tâches 4. Voilà, donc nous en arrivons à cette situation et je vais, pour rappel, vous montrer où se situe le document fondamental pour bien comprendre les résultats attendus du programme et pouvoir les choisir le résultat ou les résultats attendus du programme que vous souhaitez cibler dans votre projet. Pour cela, nous retournons à la section Documents. Et dans la section Documents, vous allez voir que la troisième partie, la partie matérielle, si on descend dans la section 3, Documents pour accompagner la préparation des propositions de projet. Vous avez le programme opérationnel conjoint tout d'abord et ensuite le point 2, le plan indicatif de suivi et d'évaluation où apparaissent tous les résultats attendus, les indicateurs de résultats ainsi que les indicateurs de réalisation qui vous aideront à faire vos choix lors du dépôt de votre proposition. Donc c'est un document fondamental que nous vous conseillons d'ouvrir et d'avoir avec vous tout au long du remplissage de cette proposition sur le système en ligne. Donc voilà pour le rappel de l'annexe 2 et où vous pouvez le télécharger. Maintenant, retournons à la section projet et à la section cadre logique où on le voit dans le pourcentage, toujours en rouge d'ailleurs, nous avons 25%, ce qui est logique puisque nous avons rempli une des 4 parties du cadre logique. Nous allons maintenant nous attacher à la deuxième section du cadre logique, c'est-à-dire les réalisations. Alors, comme vous le savez, donc nous allons à la section réalisation. Le programme propose une série de réalisations qui sont des recommandations de réalisation dans l'annexe 2 du programme opérationnel conjoint, c'est-à-dire dans le plan de suivi. Toutefois, ce sont des recommandations et vous pouvez créer vos propres réalisations également. Donc, ce qu'on demande ici, c'est d'écrire le nom de la réalisation. Dans notre cas, nous allons l'appeler réalisation 1, de la décrire, et ensuite de nous dire dans quel groupe de tâches vous allez atteindre cette réalisation. Alors, nous avons un dépliant, et vous voyez que vous pouvez choisir entre le groupe de tâches 3 et le groupe de tâches 4 uniquement, puisque ce sont les deux groupes de tâches que vous avez créés à la section antérieure, objectifs et résultats. Si vous aviez créé
3 groupes de tâches, vous auriez ici le choix entre 3. Vous en avez fait 4, vous en auriez ici 4. Mais vous n'en avez que 2. Et donc, nous allons choisir le groupe de tâches numéro 3 parce que la réalisation 1 sera livrée à l'intérieur du groupe de tâches numéro 3. Quand sera-t-elle livrée? Cette information est importante pour le programme et donc vous pouvez la livrer pendant les différents semestres de livraison qui apparaissent dans le bilan. Nous allons choisir dans notre cas la livraison au semestre 3. Veuillez remarquer qu'une même réalisation peut être livrée pendant plus d'un semestre. Il s'agit d'une réalisation continue. Enfin, la valeur cible, nous allons choisir 10. Et l'unité de mesure, nous allons choisir le nombre de X. Pour plus d'informations sur l'unité de mesure, sur la valeur cible et bien entendu sur les recommandations de réalisation, veuillez consulter de nouveau le document que je viens de vous montrer à la section antérieure, c'est-à-dire l'annexe du programme opérationnel conjoint. Nous allons ajouter cette réalisation et vous remarquez qu'en bas, nous avons une première réalisation, la réalisation 1, qui sera livrée au 3e semestre à l'intérieur grâce au groupe de tâches numéro 3. Avant de créer une deuxième réalisation, regardons l'information disponible pour les réalisations et c'est une définition importante que nous allons prendre le temps de lire ensemble. Les réalisations sont les nouveaux produits et services qui résultent de l'aboutissement des activités. Ils peuvent être exprimés par un indicateur de résultat du programme et contribuent directement à la réalisation des résultats du projet. Alors, on soulignera ici la notion d'activité. Les différentes réalisations vont être l'aboutissement d'activités. On comprend donc qu'il y aura des activités à un niveau inférieur aux réalisations, en principe plusieurs activités pour une même réalisation. Et ensuite, on remarque que ces réalisations contribuent directement à réaliser les résultats du projet que vous avez choisi à la section antérieure. Nous allons créer une deuxième réalisation au fin de notre exercice qui va s'appeler réalisation 2. Et de nouveau, on va la décrire. Dites-nous comment sera cette réalisation. De nouveau, nous allons choisir un groupe de tâches. Nous imaginons que cette fois-ci, cette réalisation fera partie du groupe de tâches 4. Il sera livré au semestre 4. La valeur cible sera 20. Et nous aurons nombre de Y pour la vérification de la mesure. Pour l'unité de mesure, nous allons l'ajouter. Et effectivement, ainsi nous voyons que nous avons deux réalisations liées à des groupes de tâches différents et à des semestres de livraison différents. Si on regarde dans le menu de gauche, nous avons maintenant 50% du cadre logique complété. Nous allons donc maintenant remplir la troisième partie du cadre logique, qui est la partie dédiée aux indicateurs. Nous allons vers cette partie indicateur et nous allons voir que nous devons préciser deux types d'indicateurs. Les indicateurs des résultats, donc c'est la partie qui est au-dessus, et la partie en bas, les indicateurs de réalisation. Alors, commençons tout de suite par choisir un indicateur de résultat. Les propositions doivent contribuer au moins à un indicateur de résultat et donc je dois choisir au minimum un indicateur de résultat. Vous allez pouvoir choisir parmi un dépliant. Donc, vous voyez ici sélectionner un indicateur de résultat et vous avez le choix entre 4 indicateurs de résultats qui sont les indicateurs liés à votre priorité d'investissement uniquement. Alors, vous retrouvez ici un ensemble de codes 1, 2, 1A, 1, 2, 1B, 1, 2, 2C, 1, 2, 2D, etc. Ce n'est évidemment pas possible de connaître la signification sans avoir en cours de nouveau, et nous insistons sur ce document, à l'annexe 2 du programme opérationnel conjoint, c'est-à-dire le plan de suivi. D'ailleurs, pour vous montrer plus
de plus près, nous allons voir ici dans l'information et nous verrons qu'il y a un lien pour accéder directement à l'annexe 2 sans passer par la section documents. D'ailleurs, nous allons l'ouvrir. Le voici, donc ça prend quelques secondes. Et je vais vous indiquer, on va aller vers la fin du document, à la page 118. En réalité, c'est un petit peu plus haut. Voilà, donc à la page 117, vous avez un résumé, un tableau résumé de tous les indicateurs de résultats et de réalisation pour chaque priorité, avec également les valeurs cibles au niveau programme. Donc c'est un tableau d'une grande importance qui facilite beaucoup les choses, surtout le repérage. C'est facile d'avoir tous les indicateurs l'un après l'autre. Si nous nous attachons à la priorité qu'on a choisie dans le cadre de notre exercice, c'est-à-dire la 1.2, donc nous allons vers la 1.2 et elle se trouve ici. 1.2 renforcement des clusters. Ce document est en anglais. Et vous voyez ici les quatre acronymes, disons les quatre numérations que j'ai lues auparavant avec vous, 1.2, 1A, 1.2, 1B, etc. Et on voit la signification de chaque indicateur. Par exemple, le A, le 1, 2, 1B, il s'agit du nombre de nouveaux produits et de nouveaux services qui seront vendus sur les marchés domestiques et étrangers. Je lis celui-ci parce que c'est celui que je vais choisir dans le cadre de cet exercice. Mais rappelez-vous que nous pouvons choisir plus d'un. Et donc, nous avons dans la colonne de droite la cible au niveau du programme pour cet indicateur. Et vous pouvez le voir ici, 180 nouveaux produits, services vendus. Ça, c'est la cible, donc l'objectif du programme pour cet indicateur de résultat au niveau programme, pas au niveau projet. Et si on descend dans la catégorie indicateur de réalisation, je vais vous lire la 1, 2, 1, 2B. C'est la réalisation minimum que je vais choisir dans le cadre de cet exercice, le nombre d'entreprises participant à des événements transfrontaliers liés aux affaires. Et là, l'objectif, la cible du programme, c'est 120. Avec ces informations, vous pouvez maintenant retourner au cadre logique et le remplir en ayant les connaissances exactes pour pouvoir déterminer vos choix et déterminer également vos cibles. Donc, nous allons revenir en arrière. Voilà. On va choisir l'indicateur que je vous ai dit auparavant, 1, 2, 1B, c'est-à-dire le nombre de produits et services nouveaux vendus sur les marchés internationaux et domestiques. Si vous vous rappelez bien, la cible au niveau du programme, c'était 180. Ici, le projet nous dit qu'ils vont avoir pour cible 15, c'est-à-dire 15 nouveaux produits ou services. Comme on l'explique dans la présentation sur les critères d'évaluation, dans la quantification de vos indicateurs, nous préférons que vos indications soient les plus réalistes possibles et on souhaite éviter les estimations vraiment trop optimistes où un projet entend atteindre la valeur cible du programme ou presque la valeur cible du programme à lui seul. Voilà donc, nous avons déterminé dans le cadre de cet exercice un indicateur de résultat. Rappelez-vous que c'est un minimum. Vous pouvez en avoir plus d'un. Ensuite, nous allons faire la même chose pour les indicateurs de réalisation un peu plus bas. Nous allons les retrouver. Et pour ça, nous allons choisir dans le dépliant l'indicateur de réalisation que nous avons choisi, que je vous ai dit avant, donc le 1, 2, 1, 2, B. Rappelez-vous donc le nombre d'entreprises participant à des événements d'affaires au niveau transfrontalier. Donc ça, c'est l'indicateur de réalisation. Et maintenant, vous devez me dire laquelle des deux réalisations que nous avons créées à la section antérieure. Et donc, nous en avons deux parce que nous en avons créé deux. Mais si nous en avions créé plus, évidemment, nous aurions plus de deux réalisations dans ce dépliant. Nous allons lui dire que c'est la réalisation numéro 1 que nous avons créée qui va contribuer à
atteindre partiellement cet indicateur de réalisation du programme. Et vous savez, vous avez entre parenthèses que la cible du programme, c'est 120, c'est-à-dire 120 entreprises participant à des événements d'affaires. Et le projet va spécifier une valeur cible raisonnable et en accord avec le partenariat et avec le budget choisi. Et là aussi, ils vont nous proposer une valeur cible égale à 15. Alors, bien entendu, ces valeurs cibles sont de purs exemples. On pourrait très bien imaginer le double, voire la moitié. Ça ne voudrait pas dire que l'évaluation serait plus positive ou plus négative. Tout dépend de la cohérence avec l'ensemble du projet. C'est très important à rappeler. Et donc, nous avons maintenant un indicateur de résultat et un indicateur de réalisation. C'est le minimum. Cela dit, vous aurez probablement plus d'un indicateur de réalisation, mais sachez que vous devez en avoir minimum un indicateur de réalisation. Ensuite, vous dire également que vous pouvez avoir des réalisations, donc créées à la section antérieure réalisation, qui ne soient pas liées à un indicateur de réalisation du programme. Donc, on comprend que toutes les réalisations ne sont pas forcément mesurables à travers les indicateurs de réalisation définis par le programme. Donc, à ce niveau, ne vous inquiétez pas. Soyez sûr, par contre, que vous avez rempli les critères minimums d'un indicateur de résultat et un indicateur de réalisation. Et si on voit maintenant la section cadre logique, nous avons 100%, car nous allons à la dernière section, la section de l'aperçu. La section de l'aperçu n'est pas à remplir. C'est un résumé qui vous permet de voir les différents choix que vous avez exprimés lors du cadre logique. La section aperçu nous permet toutefois de détecter une inconsistance importante au niveau de nos résultats attendus. Et s'il est vrai que pour les indicateurs de réalisation, vous devez avoir un seul indicateur de réalisation, par contre, au niveau des indicateurs de résultats, vous devez avoir au minimum un indicateur de résultat défini et quantifié par résultat attendu. Et donc là, permettez-moi de corriger ce que je dis sur le slide antérieur. Et le minimum n'étant pas un résultat, un indicateur de résultat au total, mais un indicateur de résultat par résultat attendu choisi. Et donc, si vous avez choisi plus d'un résultat attendu, vous devez avoir plus d'un indicateur de résultat. C'est pour ça que nous voyons ici dans la section résultat attendu que la priorité à 1.2, résultat attendu 1, 2, 2 n'est pas couvert par un indicateur de résultat, il n'y a pas de valeur cible. Et bon, ça c'est une inconsistance majeure, parce que pourquoi avoir choisi un résultat attendu si vous n'allez pas y contribuer? Nous allons donc retourner à la section indicateur et nous allons choisir un indicateur de résultat en relation avec ce deuxième résultat attendu. Pour cela, vous allez retourner à l'annexe 2, plan de suivi. Cette fois-ci, je ne vais pas y retourner, mais vous avez bien compris le mécanisme. Je vais choisir, par exemple, le 1, 2, 2, C, qui est le nombre de partenariats publics, privés, basés et favorisant l'innovation sur la demande au niveau du programme, donc la valeur cible est 30 partenariats publics-privés au niveau du programme, et donc notre projet va estimer qu'une valeur cible raisonnable au niveau projet serait d'atteindre 4 partenariats publics-privés, et nous allons l'ajouter. Nous retournons maintenant à l'aperçu, et nous voyons que cette fois-ci, c'est correct. Nous avons donc une situation avec deux indicateurs de résultats, un pour chaque résultat attendu, et au minimum un indicateur de réalisation. Et donc, le cadre logique est rempli, correctement rempli. C'est pour ça que dans le menu vertical de gauche, il apparaît en vert avec 100% de remplissage.
Ayant défini le cadre logique, nous allons maintenant nous diriger vers les risques potentiels et les conditions externes, qui eux aussi doivent être remplis. Et donc là, on vous demande de nous dire dans quelle manière votre proposition prend en compte les risques potentiels et les conditions externes qui pourraient avoir un effet important sur vos activités, sur l'obtention des réalisations et sur, en définitive, sur la bonne marche de votre projet. Donc, nous demandons d'identifier les risques et les conditions externes. Vous avez pour ça un espace assez limité de 500 caractères dans le premier cas et de 500 caractères également dans le deuxième cas. Nous allons sauvegarder et donc la section sur les risques potentiels et conditions externes est remplie. Ensuite, nous avons une section sur le budget total pour les subventions en cascade. Et ici, nous vous demandons de préciser quelles mesures d'attribution vous allez choisir pour l'attribution des subventions en cascade et comment celles-ci seront gérées, c'est-à-dire quels critères de sélection, qui va bénéficier de ces subventions en cascade et quels sont les impacts prévus. Voilà. Donc là, nous, on va simplement faire un copier-coller, mais bien entendu, dans votre proposition, vous devrez nous expliquer tous ces éléments dans le détail. Vous voyez que pour cette section, vous avez 2000 caractères uniquement pour nous parler des subventions en cascade. Vous savez que c'est un élément distinctif et très important de notre programme et de notre projet. Donc, il faut vraiment s'y attarder et bien le décrire. Voilà, nous sauvegardons. Et maintenant, nous pouvons voir que la section projet est remplie à 100% et toutes les sous-sections sont remplies également à 100%. Nous allons donc pouvoir passer maintenant à la deuxième section. Rappelez-vous, vous toujours travailler dans la séquence qui vous est proposée par le programme, la section suivante étant le partenariat. Nous nous dirigeons donc vers la section partenariat. Et si nous ouvrons la section demandeur partenaire, nous voyons que dans la composition du partenariat, nous avons déjà le demandeur, dans ce cas un demandeur en procédant de l'Espagne, la région de la Communauté valencienne, du nom GVA, administration publique régionale ou locale. Cette information a déjà été fournie dans les informations préliminaires tout au début du processus de création. Si vous vous rendez compte qu'un de ces éléments est erroné et que vous voulez corriger, par exemple, le statut, au lieu d'administration publique, vous pouvez spécifier une ONG, par exemple, ou si vous voulez modifier le titre qui ne serait pas correct, GVA au lieu de GVB, par exemple, alors nous allons devoir retourner vers les informations préliminaires. Rappelez-vous, informations préliminaires, information sur le demandeur, et ici, vous aurez l'occasion de modifier un de ces éléments, de sauvegarder à nouveau et de retourner vers la section partenariat. Mais dans le cas qui nous intéresse, les informations étaient correctes et donc on peut retourner tranquillement sur la section du partenariat. On va rentrer dans l'information du demandeur en utilisant l'option modifier. On rentre sur modifier et vous allez avoir toute une série de sections à remplir. Vous avez notamment 4 parties avec information générale, expérience, expertise, représentant légal et contact. Toutes ces sections sont importantes, même si seuls les éléments marqués d'une astérisque sont obligatoires pour pouvoir soumettre la proposition. Mais notre conseil, c'est de vraiment remplir chaque section et de la remplir en utilisant le mieux possible l'espace disponible pour fournir un maximum d'informations possibles. Donc, dans notre cas, nous avons le demandeur principal qui est un demandeur de la région de Valence, où l'antenne est établie. Nous voyons que le statut juridique a déjà été choisi, le pays a déjà été choisi, la région également, et le numéro d'enregistrement national
Donc, on va pouvoir passer directement à la deuxième partie sur l'expérience et l'expertise de ce demandeur. Donc là, il faut expliquer aux évaluateurs pourquoi ce demandeur est pertinent pour atteindre les résultats que le projet, que la proposition de projet se marque pour réaliser, pour atteindre également les réalisations. Eh bien, ici, vous avez donc l'opportunité de nous parler des différents projets auxquels le demandeur a participé, les budgets qu'il a gérés, et vous pouvez donc les ajouter l'une après l'autre. Ensuite, un peu plus bas, vous pouvez également nous dire quelle sera l'expérience à fournir dans le cadre de cette proposition, ici par le demandeur, et dans le cas des partenaires, par les partenaires. Alors, on souligne que c'est vraiment très important parce que si ces sections ne sont pas remplies, c'est très difficile pour les évaluateurs de juger si le partenariat est pertinent ou n'est pas pertinent pour atteindre les réalisations et les résultats. Et donc, une information manquante ici risque de pénaliser fortement l'évaluation. Après les informations générales et l'expérience et l'expertise, nous avons une section représentant légal. Alors, veuillez spécifier le nom et les informations liées au représentant légal. Vous voyez ici que l'email du représentant légal a déjà été spécifié également dans les informations préliminaires. Et enfin, nous avons la section contact. Et donc à la section contact, vous devez nous indiquer qui sera la personne de contact que le programme devra contacter pour toute communication officielle. Donc c'est une figure qui peut être différente ou qui peut être la même que le représentant légal selon les cas. Alors, on retourne à la section demandeur partenaire. Nous avons un demandeur bien spécifié. Donc imaginez que toutes ces sections qui sont importantes, je les ai remplies, ce n'est pas le cas, mais vous devez absolument le faire. Et nous allons utiliser l'option nouveau pour ajouter un partenaire. Nous ajoutons le partenaire et nous allons ajouter la région de Sardaigne où, comme vous le savez, est basée notre autorité de gestion. Nous allons spécifier les autres éléments fondamentaux. Nous allons également dire qu'il s'agit d'une administration publique régionale ou locale, située dans un des pays éligibles. Donc on a la liste de clients. On choisit l'Italie. Pour les pays où seules certaines régions sont éligibles, vous devez en plus choisir la région. C'est là où on choisit la Sardaigne. Ensuite, on spécifie également, car c'est obligatoire, le numéro d'enregistrement national de nos amis de l'autorité de gestion, que bien entendu je ne connais pas, mais nous allons tout simplement parler du numéro N001. Et par contre, vous dire que si vous aviez choisi un pays comme par exemple Chypre, ou encore Israël ou le Liban, où tout le pays est éligible, ici vous n'auriez pas évidemment l'option de la région. Enfin, pour les pays où il y a également des régions adjacentes, vous verrez qu'après le choix du pays, dans ce cas l'Italie, vous aurez d'abord les régions éligibles, qui commencent dans ce cas par le Basilicata, jusque la Toscane, et ensuite commencent les régions adjacentes avec les Abruzzo jusque la région de Ombrie. Pour rappel, pour ceux qui veulent se rappeler de la différence entre les régions éligibles et les régions adjacentes, je vous recommande de réviser les autres présentations qui sont disponibles sur ce site web. Et rappelez-vous que si une région adjacente participe au projet, sa contribution, sa participation doit être justifiée par une valeur ajoutée spécifique. En tous les cas, nous allons ajouter ici notre partenaire 1. Nous allons sauvegarder l'information. L'information est sauvegardée, le partenaire 1 est créé. Et maintenant, nous pouvons remplir l'expérience expertise.
nous n'allons pas le faire ici, mais c'est très important, vous devez le faire, le représentant légal, ainsi que le comptable. Alors, si on retourne en arrière, demandeur et partenaire, vous verrez également qu'à côté de composition, il y a une section région limitrophe, compétences de partenariat. Si vous choisissez des régions limitrophes, donc des partenaires provenant de régions limitrophes, vous devrez spécifier ici quels sont ces partenaires et ensuite quelles sont les compétences, expériences et expertises qu'ils entendent apporter. Voilà, donc nous avons ajouté un partenaire, nous avions déjà un demandeur. Donc, voilà la composition. Alors vous pouvez remarquer ici que nous avons 40%, donc nous n'avons pas 100%, et nous allons voir tout de suite pourquoi. Mais avant cela, nous allons voir les associés. Donc après le demandeur et les partenaires, vous avez la possibilité, si c'est le cas pour votre proposition, d'ajouter des associés. Donc nous allons vers la catégorie, la section associés. Et ici, vous pouvez également utiliser l'option nouveau et ajouter un associé. Donc, par définition, par défaut, vous avez ici le nom de l'associé 001 et nous pouvons choisir le pays. Nous avons tous les pays éligibles du programme, plus une option autre, puisque comme vous le savez, les associés ne sont pas liés à des critères géographiques spécifiques. Donc, on pourrait imaginer un associé qui proviendrait de mon pays natal, la Belgique. Toutefois, il faudra démontrer, évidemment, que cet associé a une valeur ajoutée pour le partenariat, d'une certaine façon. C'est pour ça que vous avez donc le nom officiel. On va continuer avec les notions géographiques de la Belgique. Ville de Namur, nous allons sauvegarder. Et ensuite, dans expérience précédente, vous avez l'opportunité de nous dire pourquoi cet associé est intéressant, pourquoi sa contribution au projet est envisagée, en nous parlant de son expérience précédente. Donc voilà, nous avons maintenant un associé, nous avons un demandeur et un partenaire. Alors comme on l'a vu avant, la section partenariat dont on entend le cas 40%, la proposition telle qu'elle est maintenant ne pourrait pas être soumise. Alors, vous devez savoir que à tout moment, pendant le processus de remplissage de ces propositions, vous pouvez aller à la section soumettre. Donc ici, à gauche, dans le menu vertical, vous avez la section soumettre. Et là, vous trouvez deux options. L'option d'en bas, soumettre votre formulaire de demande, mais avant ça, nous avons l'option vérifier votre formulaire de demande en validant. Donc c'est une option qui vous permet de découvrir les erreurs qu'il y a dans votre formulaire et qui vous empêcheront de soumettre votre proposition. Nous allons valider. Donc je clique sur l'option valider et nous allons voir si j'ai des messages d'erreur. Vérifier si des erreurs ont été trouvées dans le formulaire de demande. Alors, nous avons des erreurs qui sont classées en 4 catégories. Une première catégorie est la catégorie générale. Et là, on va trouver un très grand nombre d'erreurs, évidemment, puisque nous sommes à peu près à la moitié du processus, mais attardons-nous sur les erreurs qui nous intéressent en ce qui concerne le partenariat. Nous voyons que le nombre minimum de partenaires pour cet appel est de 5. Alors que, en validant, le système n'a trouvé que 2 partenaires. Et il y a donc une différence négative de 3 partenaires. Voilà le genre de message d'erreur que vous pouvez trouver, qui vous permettent d'identifier là où vous devez intervenir, là où vous devez apporter des corrections. Ensuite, retournez sur valider, réessayez à nouveau jusqu'à ce que vous n'ayez plus de message d'erreur. Dès lors, la proposition pourra être soumise. On peut également voir ici que le
nombre minimum de partenaires issus des pays partenaires méditerranéens n'est pas atteint, puisque nous n'avons pas de pays partenaires dans notre proposition jusqu'à présent. Nous avons un demandeur d'espagnol, nous avons un partenaire italien, et nous n'avons pas de partenaire des pays partenaires méditerranéens. Donc la proposition sera également rejetée sur ce niveau-là, et comme vous pouvez le voir, sur un ensemble d'autres critères. Vous aurez également des messages d'erreur liés au groupe de tâches. Là, nous avons notamment une erreur nous indiquant que le total du budget du groupe de tâches par réalisation n'est pas correct. Mais ça, nous allons le voir un peu plus tard. Vous aurez également une catégorie sur le budget, avec ici tout de suite, on voit que toutes les conditions, aucune des conditions n'est remplie, puisque nous n'avons pas encore rempli le budget. Et enfin, vous aurez également des possibles erreurs au niveau du plan financier qui n'ont pas encore été faites. Nous n'avons pas encore rempli cette option. Voilà, donc pour vous dire que cette option de validation est très utile et nous ne vous conseillons pas d'attendre le dernier moment pour valider. Essayez de valider au fur et à mesure, de valider avec de la marge au niveau du temps pour vous permettre de réagir et de pouvoir soumettre la proposition, car si vous vous rendez compte que vous avez 10 erreurs quand il reste une demi-heure, c'est probable que vous ne puissiez pas soumettre la proposition, ou dans tous les cas, vous allez passer une très mauvaise demi-heure, donc il vaut mieux utiliser ces ressources à bon escient et le plus tôt possible. Voilà. Donc voilà pour le partenariat. On remarque que nous avons 40%, mais on sait pourquoi. Pour l'instant, la proposition ne pourrait pas être suivie. Toutefois, pour cet exercice, nous allons continuer avec cette situation actuelle. Nous avons donc rempli le partenariat partiellement. Vous voyez que nous sommes à 40%. Donc, il faudra, dans votre cas, dans votre exercice, arriver à 100% avant de passer aux sections suivantes. Mais dans le cas qui nous intéresse pour cet exercice, nous allons passer au groupe de tâches. Donc, nous allons sur la section groupe de tâches où l'on va retrouver le groupe de tâches 0, le 1, le 2, qui sont ce que nous pouvons appeler des groupes de tâches prédéterminés, préparation, gestion et communication. Et à partir du 3, nous allons retrouver ce que nous appelons les groupes de tâches techniques. Eh bien, vous trouvez automatiquement le groupe de tâches 3 et le groupe de tâches 4, qui sont ceux que vous avez créés lors du cadre logique en les associant aux différents résultats attendus du programme. Et donc ici, vous ne voyez pas apparaître de groupe de tâches 5 et vous ne pouvez pas à ce stade ajouter un groupe de tâches 5. Cette opération devrait se faire dans le cadre logique, d'où l'importance de travailler dans la séquence qui est proposée par le programme, encore une fois. Nous allons tout de suite entrer dans le groupe de tâches 0, qui est un groupe de tâches très prédéfini, où vous ne pourrez choisir que très peu d'éléments. Alors, les informations sur le groupe de tâches, vous voyez que le titre et la description sont déjà définis. Vous pouvez uniquement inscrire dans ce groupe de tâches des dépenses de voyage ou de séjour engagées lors de la période de soumission, c'est-à-dire entre la date de lancement et la date limite de l'appel à proposition. Vous allez spécifier ici qui sera le coordinateur du groupe de tâches. On peut imaginer, et c'est souvent le cas, que ce sera le demandeur qui est chargé de la coordination de la préparation de la proposition. Donc on choisit le demandeur et on spécifie quels sont les partenaires impliqués, dans notre cas le partenaire 1. Alors ici, nous n'avons pas d'autres partenaires que le demandeur et le partenaire 1, puisque rappelez-vous, nous n'avons pour le moment créé que ces deux partenaires. Et donc, évidemment, quand vous allez créer les autres partenaires, vous aurez le choix dans ce dépliant entre tous les partenaires. Voilà, nous allons sauvegarder. Cette information est maintenant sauvegardée et nous avons ensuite deux autres sections pour le groupe de tâches 0.
le budget du groupe de tâches, où ici, en réalité, vous remarquerez que vous ne pouvez inclure que des frais de séjour et de déplacement, mais le budget et comment remplir le budget fait l'objet d'une préparation et d'une présentation différente, également disponible sur le site web. Et je vous invite bien entendu à la consulter. Ensuite, nous avons le budget du groupe de tâches par catégorie de coûts, qui est en fait un résumé très utile pour pouvoir situer les différents coûts en fonction des partenaires et des différentes catégories. Mais ça aussi, c'est abordé dans la présentation sur le budget et comment remplir le budget. Voilà pour le groupe de tâches 0. Nous allons maintenant au groupe de tâches 1. Le groupe de tâches 1, comme vous le savez, c'est le groupe de tâches qui s'attache à la gestion, donc comment votre projet va être géré. Le titre est déjà donné. Vous devez ensuite nous fournir une description de cette gestion, donc des principaux outils de gestion qui sont utilisés. Vous voyez ici, vous avez une description assez complète de ce que nous attendons à ce niveau. Entre autres, nous attendons des mécanismes d'évaluation, des mécanismes de suivi, de coordination, etc., pour assurer que le projet soit bien géré. Qui va se charger de la coordination? Généralement le demandeur. Et quels seront les partenaires impliqués dans la gestion? En général, dans la gestion, tous les partenaires sont impliqués d'une façon ou d'une autre, même si, évidemment, ce n'est pas obligatoire. Nous avons ici coordinateur et implication du partenaire 1. Nous allons sauvegarder. Voilà, les données sont sauvegardées avec succès, ça prend parfois un peu de temps. Et nous allons maintenant sur les réalisations du groupe de tâches. Alors, comme vous vous rappelez, lors du cadre logique, nous avons spécifié les réalisations pour les groupes de tâches techniques. Mais le groupe de tâches sur la gestion et sur la communication sont en dehors, donc ne rentrent pas dans le cadre logique. Nous devons donc spécifier les réalisations à ce stade. Pour cela, nous allons utiliser l'option Nouveau et nous allons préciser une ou plusieurs réalisations, normalement plus d'une réalisation, pour le groupe de tâches de gestion. Et nous allons appeler réalisation gestion 1. On pourrait la décrire. On va spécifier à quel semestre cette réalisation va être livrée. Donc là, vous avez le choix entre les 4 semestres, puisque vous avez choisi une durée de 24 mois pour votre projet. On va imaginer que la première réalisation sera atteinte lors du deuxième semestre et une valeur cible de 3 pour cette première réalisation. Nous allons la sauvegarder. Logiquement, vous devriez avoir plus d'une réalisation par groupe de tâches. Vous dire également que pour des exemples et des recommandations en ce qui concerne les différentes réalisations que vous devriez ou que vous pourriez avoir dans les groupes de tâches non techniques, c'est gestion et communication, je vous invite à lire le formulaire de demande dans sa version de courtoisie et notamment dans les notes de bas de page, vous allez trouver un certain nombre de recommandations qui sont assez évidentes. Dans le cas de la gestion, vous pourriez imaginer facilement que vous aurez besoin d'un système de suivi, d'un système d'évaluation, d'un plan financier, etc., etc. Une fois que vous aurez défini vos réalisations, donc vous irez sur cette page et vous allez trouver ici à droite, à côté des valeurs cibles, la possibilité de modifier, de supprimer des activités. Alors, nous comprenons sur ce programme que les activités sont d'un niveau inférieur aux réalisations. Et donc, une réalisation doit avoir une ou, de préférence, en tout cas le plus souvent, plusieurs activités. Alors, nous allons indiquer une activité. Voilà. Et ici, nous avons l'option d'écrire la première activité que nous allons appeler activité 1 de la
réalisation 1 ou activité de la réalisation 1. Activité 1, réalisation 1. Même chose, il faudra nous dire en quoi consiste cette activité de la réalisation 1 et il faudra nous spécifier également à quel mois cette activité va avoir lieu. Donc vous avez un menu dépliant où vous pouvez voir que vous pouvez choisir entre les 12 premiers mois du projet, puisque vous avez spécifié auparavant que la réalisation 1 de ce groupe de tâches va être atteinte lors du deuxième semestre, c'est-à-dire entre les semestres 6 et 12. Mais l'activité peut avoir démarré avant le 6e mois. Donc, vous pourriez avoir une activité qui démarre, par exemple, au 5e mois, qui soit mise en œuvre au 5e mois. Vous avez également l'option de choisir plusieurs mois en utilisant l'option contrôle. Voilà. Donc, on ajoute cette activité. Vous avez l'option d'ajouter plusieurs activités. Donc, comme je vous ai dit avant, les réalisations ont généralement plus d'une activité qui dépendent d'elles. Et enfin, nous pouvons maintenant retourner sur le groupe de tâches 1 et on voit l'info sur le groupe de tâches, on voit les réalisations du groupe de tâches. Nous avons une avec une activité liée, qui est celle que nous venons de créer. Et ensuite, nous avons 3 sections liées au budget. Donc, le budget du groupe de tâches, le budget du groupe de tâches par réalisation et un résumé du groupe de tâches, du budget du groupe de tâches par catégorie de coûts. 3 éléments qui vont être abordés également dans la présentation spécifique sur le budget. Voilà pour le groupe de tâches 1 sur la gestion. Le groupe de tâches 2 sur la communication est pratiquement identique au groupe de tâches sur la gestion, avec quelques petites nuances que nous allons voir. Là encore, le titre est donné, la description, vous l'avez ici. Donc, veuillez nous écrire comment le plan d'information et de communication du projet va être élaboré, et un plan de capitalisation peut aussi être prévu comme réalisation du projet. À ce stade encore, vous rappelez que vous avez dans le formulaire de courtoisie des recommandations au niveau des réalisations que vous devrez décrire. Donc, comme description, nous allons tout simplement rappeler d'écrire. Encore une fois, le choix du coordinateur, donc on parle bien du coordinateur du groupe de tâches. Dans ce cas, nous allons choisir le partenaire 1 comme coordinateur et l'implication du demandeur, et nous allons sauvegarder. Voilà, nous allons définir une réalisation, la réalisation numéro 1 pour la gestion également. Nous écrirons en quoi consiste cette réalisation, cette première réalisation. Nous allons dire qu'elle va être livrée lors du premier semestre et que la valeur cible sera 20. Nous sauvegardons. Et comme nous l'avons vu auparavant, pour le groupe de tâches 1, nous avons l'option d'ajouter des activités. C'est ce que nous allons faire. Activité 1, une description, une période de mise en œuvre. Cette fois-ci, vous remarquez que vous n'avez que 6 mois disponibles, puisque vous avez spécifié que cette réalisation sera atteinte au premier semestre. Et donc ici, vous pouvez choisir par exemple les mois 2 et 3, et enfin la vie. Alors, est-ce que c'est tout? Pas tout à fait, car pour le groupe de tâches numéro 2, nous avons en plus des activités un élément très important qui est la définition des groupes cibles. Vous voyez ici apparaître dans la partie droite de votre écran les groupes cibles. Il s'agit de nous dire qui seront les bénéficiaires des outils de communication que le projet va mettre en œuvre. Donc les individus ou organisations directement et positivement affectés par les réalisations du projet, comme vous pouvez voir ici sur l'élément d'information.
Donc c'est important. Ici, nous allons simplement les copier, mais attacher une grande importance à la définition de ces groupes cibles. Même si l'espace est réduit, il convient de l'utiliser le mieux possible. Et nous dire également à la section suivante comment ces groupes cibles seront impliqués dans les réalisations du groupe de tâches. Et voilà, nous allons sauvegarder. Et maintenant, nous avons rempli le groupe de tâches 2. Il manquerait le budget du groupe de tâches, le budget par réalisation. Comme nous l'avons déjà précisé, ce sera abordé dans une autre présentation. Et c'est pourquoi nous voyons dans le menu vertical de gauche que ces groupes de tâches sont remplis actuellement à 80% uniquement, alors que le groupe de tâches 0 est rempli à 100%. Parce qu'en réalité, le groupe de tâches 0 n'est pas obligatoire. Nous pouvons donc maintenant aborder les groupes de tâches techniques. Nous allons commencer par le groupe de tâches numéro 4. Nous allons ouvrir le groupe de tâches numéro 4. Et pour certains éléments, vous allez remarquer que c'est semblable au groupe de tâches gestion et communication, mais il y a certaines différences importantes. On va tout d'abord aller sur les informations sur le groupe de tâches, où vous devez donner un titre évidemment au groupe de tâches, qui s'agit d'un groupe de tâches non prédéterminé. Donc on va l'appeler groupe technique numéro 3. Vous allez devoir dans la description, donc vous voyez ici les informations que vous devez reprendre dans votre description, nous fournir une description la plus claire possible du groupe de tâches et de fonctionnement. Nous allons tout simplement nous indiquer d'écrire. Vous devez choisir le coordinateur du groupe de tâches. Ici, encore une fois, vous n'avez le choix qu'entre les deux. On va imaginer que ce sera le partenaire 1 qui sera responsable de la coordination du groupe de tâches numéro 3 et que le demandeur sera impliqué. Donc, veuillez spécifier dans votre cas où vous avez tous les partenaires disponibles, tous les partenaires qui seront impliqués dans le groupe de tâches. Vous remarquez sur la partie de droite de l'écran que les résultats attendus du programme apparaissent automatiquement puisque vous avez dans le cadre logique lié le groupe de tâches numéro 3 au résultat attendu numéro 1, 2.1. Donc cela est automatique. Vous devez par contre nous parler des bénéficiaires finaux du groupe de tâches. Là, qui va bénéficier en dernière instance des réalisations de ce groupe de tâches. Et nous allons sauvegarder. En ce qui concerne les réalisations du groupe de tâches, ce n'est pas comme pour les groupes de tâches antérieurs, puisqu'ici, les réalisations ont déjà été définies lors du cadre logique. Donc, vous retrouvez tout simplement ce que vous avez mentionné auparavant. La réalisation numéro 1 avec sa description. Vous savez, vous avez spécifié lors du cadre logique qu'elle serait atteinte, qu'elle serait livrée durant le 3e semestre avec une valeur cible de 10, une unité de mesure. Et donc ici, ce qu'on vous demande, c'est de spécifier l'activité et les groupes cibles. Comme on vous l'a dit, les réalisations doivent avoir des activités et généralement plus d'une activité par réalisation. Donc ici, nous aurons l'activité 1 de cette réalisation avec la description habituelle de l'activité et vous pourrez choisir la période de mise en œuvre qui, là aussi, est liée au délai que vous avez prévu pour la réalisation dans le cadre logique. Ici, nous allons imaginer que cette activité aura lieu lors des mois 2, 3 et 4. Nous allons ajouter et vous avez donc créé une activité pour cette réalisation. Alors, si on retourne vers le groupe de tâches 3, dans les réalisations, on remarque que nous avons ici le groupe cible ou les groupes cibles. Donc, les groupes cibles, je l'ai déjà remarqué, sont très importants pour le projet. Ils reviennent à plusieurs endroits dans la proposition, notamment dans les groupes de tâches. Donc, à vous de nous définir quels seront les groupes cibles spécifiques pour
et puis, avec 200 caractères, nous dire comment ils seront impliqués dans le groupe de tâches. Nous allons sauvegarder, et donc nous avons rempli l'info sur le groupe de tâches, les réalisations sur le groupe de tâches, et ensuite nous aurons, comme pour les précédents, l'information du budget à remplir, avec toutes les lignes budgétaires à ajouter à ce niveau, le budget par réalisation et un résumé d'informations au niveau du budget pour chaque groupe de tâches. Encore une fois, veuillez consulter cela dans la présentation spécifique sur le budget. Donc voilà pour le groupe de tâches numéro 3. Et même chose pour le groupe de tâches numéro 4. Vous allez définir un titre pour ce groupe de tâches, le groupe de tâches numéro 4, une description la plus précise possible, évidemment dans la mesure du possible. Il y a 2000 caractères disponibles. Choisir un coordinateur, cette fois-ci ce sera le demandeur qui sera le coordinateur, avec le partenaire 1 impliqué. Directement, vous voyez que le résultat attendu est spécifié. Ce n'est plus le même résultat attendu puisque nous avons deux résultats attendus pour cette proposition. Et encore une fois, nous dire qui seront les bénéficiaires finaux de ce groupe de tâches. Donc voilà, information sauvegardée. Et enfin, dans la réalisation, nous aurons la même chose. Vous devrez ajouter une activité, vous devrez ajouter les groupes cibles, et ensuite, vous aurez l'information à remplir sur les différentes lignes budgétaires liées à ce groupe de tâches. Vous devrez nous dire, nous donner une estimation du budget par réalisation et vous pourrez consulter le résumé. Voilà pour ce qui est du groupe de tâches numéro 4. Alors, remarquez que dans la réalisation, comme je vous ai dit auparavant, ces réalisations ont déjà été spécifiées lors du cadre logique. Donc, si vous voulez modifier un élément qui apparaît ici en gris, vous devez retourner sur le cadre logique. Nous allons voir par exemple ici la réalisation 2 du groupe de tâches numéro 4 a une valeur cible de 20. Si vous remarquez maintenant que cette valeur cible n'est pas correcte et que vous devez spécifier 15, par exemple, vous devez retourner au cadre logique, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous retournons au cadre logique. Nous allons dans la catégorie réalisation. Nous avons une réalisation, qui est celle-ci, la réalisation 2 avec une valeur cible de 20. Nous voulons la modifier. Au lieu de 20, nous allons préciser maintenant 15. Nous modifions. Nous retournons vers la section groupe de tâches, notamment le groupe de tâches 4, réalisation, et vous voyez que maintenant la valeur cible est 15. Permettez-moi encore une fois de vous rappeler l'importance de procéder par séquence et de remplir le cadre logique avec le plus de précision possible et être pratiquement certain que vous n'allez plus modifier le cadre logique avant de passer aux autres sections. Ça vous fera gagner un temps précieux. Une fois que vous avez rempli les différents groupes de tâches, vous pouvez consulter l'aperçu des réalisations, où vous voyez ici les différentes réalisations avec le semestre auquel ces réalisations vont être livrées. Donc ici, nous avons quelques réalisations uniquement. Bien sûr, vous, dans votre cas, vous en aurez bien davantage. Et enfin, nous avons également l'aperçu des activités. Vous remarquez qu'au niveau des activités, le plan est mensuel, alors qu'au niveau des réalisations, le plan est semestriel. Donc, nous avons les activités. Et voilà pour la section groupe de tâches qui est fondamentale puisque ici vous allez non seulement nous parler des réalisations, des activités, des groupes cibles, mais aussi du budget. C'est ici que l'information financière sur les différents groupes de tâches va être apportée. Après avoir rempli
la section sur les groupes de tâches, nous allons aborder la section sur la durabilité. Donc dans le menu de gauche, section durabilité, où nous avons trois sous-sections à remplir. Alors nous pouvons voir l'impact. Veuillez décrire l'impact tangible sur les bénéficiaires finaux auxquels la proposition est susceptible d'aboutir dans les pays membres de l'Union européenne, mais aussi dans les pays partenaires. Donc, vous avez ici la possibilité de définir l'impact sur tous ces bénéficiaires finaux. À la section 6.2, vous avez l'opportunité de nous parler des effets multiplicateurs à différentes échelles, soit régionales, nationales ou à l'échelle de la Méditerranée. Et on vous demande également à ce niveau de faire référence aux ressources financières supplémentaires qui pourraient contribuer à un impact plus large et les quantifier. Donc, ces effets multiplicateurs et les ressources financières, dans la mesure du possible, doivent être quantifiés. Effets multiplicateurs. Et enfin, nous avons la durabilité à proprement parler, notamment avec la définition de la durabilité de long terme des résultats attendus, que ce soit du point de vue financier, du point de vue de l'impact sur les politiques, voire de l'impact environnemental, le cas échéant, que vous avez l'opportunité de décrire à la section 6.3. Alors, comme on le dit dans la présentation sur les critères d'évaluation, il est important à bien remplir cette section. Sur un appel à capitalisation, nous entendons obtenir des projets avec un véritable impact sur les politiques, avec de véritables effets à long terme. Donc, cette section est vraiment d'une importance très primordiale sur cette appel. Voilà pour la section durabilité. C'est une section rapide, mais également essentielle. Ensuite, nous avons la section environnementale. Selon la priorité à laquelle vous vous présentez, donc vous devrez remplir ou pas une grille environnementale, qu'on appelle sur ce programme liste de contrôle. Alors vous avez la liste de contrôle A, qui est la première à remplir, qui inclut 5 questions, que vous pouvez trouver ici sur l'écran. Cette liste de contrôle A doit être remplie pour les priorités 1.1, 1.2, 4.1, 4.2 et 4.3. Ce ne sont pas toutes les priorités comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc vous répondez à ces questions qui sont assez simples. Est-ce que le projet prévoit la réalisation d'infrastructures, par exemple dans le cas de la première question? Nous n'attendons pas, dans le cadre de cet appel, à ce que nous ayons des projets avec des infrastructures, en tout cas des grosses infrastructures, et des projets avec un gros impact environnemental. C'est pour ça que si vous allez à la section B, la liste de contrôle B, vous allez trouver des informations supplémentaires à remplir uniquement pour certains projets, mais en principe sur cet appel, la majorité des projets ne devront pas remplir la liste de contrôle B. Toutefois, si c'était le cas, cette liste de contrôle B reste disponible. Ensuite, donc, une fois que nous aurons terminé les aspects environnementaux, nous irons sur le budget partie 2. Alors, comme vous le savez, le budget ne fait pas l'objet de cette présentation. Toutefois, on va voir les différentes sections incluses dans le budget partie 2. Vous allez trouver ici le budget coût indirect. Là, vous allez pouvoir spécifier le montant de coût administratif qui sera choisi par le projet sur la base du calcul des coûts administratifs, qui, pour rappel, est un document à télécharger à la section documents et à remplir avec les données sur les coûts administratifs des différents partenaires qui composent le partenariat. Le maximum pour les coûts administratifs, dans tous les cas, c'est 7% du total des coûts directs. Même chose pour la provision pour imprévu, qui, comme vous le savez, n'est pas obligatoire, mais cela peut être une bonne recommandation
selon les cas. Vous pouvez choisir entre 0% si vous n'en voulez pas et jusqu'à un maximum de 3%. Là également, des coûts directs totaux. On va sauvegarder cette information. Vous remarquez que pour le moment, dans le reste des données financières, vous n'avez rien puisque nous n'avons pas encore rempli le budget. Donc, toutes ces informations vous seront données dans notre présentation. Si on va maintenant sur la section sur le cofinancement, vous allez pouvoir spécifier le cofinancement au niveau du projet, donc avec un minimum de 10%. Vous savez que vous ne pouvez pas apporter au niveau projet moins de 10%, mais par contre, vous pouvez ajouter plus, vous pouvez d'ailleurs ajouter jusque 50%. Donc, cofinancement entre 10 et 50%. Nous allons choisir 10%. Donc, vous pouvez voir que là, j'ai un message de service indisponible parce que probablement, en ce moment, j'ai un petit problème avec ma connexion. J'en suis désolé. Ensuite, pour tous les partenaires, vous allez pouvoir nous apporter des informations. Donc, vous choisirez le demandeur, le partenaire 1 ou tous les autres partenaires que vous aurez dans votre carte. Et vous allez nous préciser quelle sera sa source de financement. Est-ce qu'il va apporter le cofinancement avec des fonds propres, avec des ressources humaines ou autres? Voilà, on va choisir pour le partenaire 1 des sources de financement procédant de cette semaine. Vous allez nous les écrire. Éventuellement, si ce partenaire va générer des recettes pendant le projet, vous devrez nous l'indiquer. Et ensuite, spécifier quelles seront ces recettes. Financement. Voilà. Recettes. On va indiquer 0 et pas de recette. Dès lors, l'option sauvegarder est habilitée et vous pouvez maintenant sauvegarder. Même chose pour la règle des 50%. Vous savez que la règle des 50% est une règle d'or de notre programme, de nos projets. Elle vous sera expliquée dans la présentation sur le budget, mais sachez que vous pouvez la remplir à cette section et fournir certaines informations par partenaire dans le cas où vous n'auriez pas 50% de votre budget automatiquement assigné aux pays partenaires de la Méditerranée. Ensuite, nous aurons la dernière section du budget partie 2, qui sera un résumé qui est actuellement vide parce que nous n'avons pas encore rempli le budget qui, pour rappel, se remplit à la section groupe de tâches et budget partie 1. Vous devrez également remplir le plan financier. Pour l'instant, il n'est pas disponible puisque nous n'avons pas encore décrit le budget. Mais pour rappel à ce stade, je voudrais insister sur le fait que remplir correctement le plan financier est important car ça a un impact sur l'évaluation. Enfin, vous aurez également à remplir la capacité financière et là aussi, cela sera décrit dans la présentation spécifique sur le budget. Une fois toutes ces sections remplies, nous irons enfin sur la section documents. À la section documents, vous avez trois sous-sections sur l'écran. Vous voyez télécharger, téléchargement et matériel. Si nous retournons à la section matériel, nous allons voir que nous avons les documents dont nous avons déjà parlé auparavant, donc les documents clés, les documents obligatoires à télécharger, les documents obligatoires à télécharger dans le formulaire de demande en ligne, et d'autres documents qui sont là pour accompagner la préparation ou qui sont là à titre d'information uniquement, et même des informations nationales. Mais ici, à ce stade, concentrons-nous sur les documents obligatoires à télécharger dans le formulaire de demande en ligne.
Et donc vous voyez ici que vous avez la déclaration du demandeur, du partenaire, des organisations internationales, le cas échéant, des associés, le cas échéant, la grille d'auto-évaluation sur les aides d'État obligatoire, et enfin nous avons un peu plus haut le calcul des coûts administratifs obligatoirement à télécharger, à remplir et qui doit être chargé obligatoirement sur l'application également. Donc voilà pour les matériels. Si nous allons maintenant à la section télécharger, nous allons voir que c'est ici où vous avez l'opportunité, surtout le devoir, de télécharger correctement les documents que vous avez préparés avec le recours, avec le support de vos partenaires que vous avez préparés, que vous êtes maintenant certain que ces documents remplissent les différents critères administratifs, qu'ils sont signés, qu'ils sont datés, qu'ils sont remplis sur du papier A en tête quand c'est nécessaire, enfin toutes ces conditions qui sont spécifiées dans la partie contrôle administratif des lignes directrices. Je vous invite à vérifier les niveaux. Vous pouvez, une fois que vous avez tous ces documents, une fois qu'ils sont tous prêts, les charger sur cette section. Alors, vous allez voir dans le type de document que vous pouvez choisir la déclaration du demandeur, vous pouvez choisir la déclaration des partenaires. Voilà. À côté, vous spécifiez de quel partenaire il s'agit. Dans notre cas, nous n'en avons qu'un, mais vous en aurez plus, puisque vous savez que le partenariat doit composer minimum 5 partenaires. Donc, vous allez devoir télécharger chaque déclaration de partenaire et nous dire à quel partenaire cette déclaration appartient. Même chose pour les partenaires associés, et même chose pour le demandeur, voire pour la déclaration d'organisation internationale si vous en avez une. Ici, vous ne pouvez pas choisir parce que nous n'avons pas d'organisation internationale dans notre partenariat. Si vous en avez une, vous n'aurez le choix que de cette organisation internationale. Évidemment, si vous en aviez plus d'une dans le partenariat, vous aurez également ici plus d'une option à choisir. Donc, voilà pour les documents liés spécifiquement aux partenaires, aux demandeurs, aux associés. Mais n'oubliez pas que vous devez également télécharger le calcul des coûts administratifs qui n'est pas lié à un partenaire. Donc, vous voyez que l'option de droite disparaît. Par contre, c'est important de rappeler que ce calcul des coûts administratifs doit être rempli par tous les partenaires, que vous devez télécharger, c'est-à-dire charger sur le site un seul document en PDF. Et même chose pour la grille d'auto-évaluation sur les aides d'État. Elle doit être remplie par tous les partenaires des pays ayant l'obligation de remplir la grille et elle doit être chargée dans un seul document PDF. Voilà, donc à titre d'exemple, nous allons charger la déclaration du demandeur. Nous choisissons demandeur, déclaration du demandeur. Nous spécifions qu'il s'agit de la déclaration du demandeur et nous allons sélectionner un fichier. Ça peut prendre un peu de temps, mais non, ce n'est pas le cas. Donc, nous avons déclaration du demandeur. Nous allons la télécharger. L'opération est réussie, c'est une bonne nouvelle. Ça peut prendre parfois un peu plus de temps, mais ici, il devrait être là. Et une fois que vous avez téléchargé les documents, ceux-ci devraient apparaître à la section téléchargement, qui est la section intermédiaire. Et effectivement, vous pouvez remarquer que la déclaration du bénéficiaire est bien présente, donc du demandeur, excusez-moi. Alors, c'est important de remarquer qu'à la section télécharger, le système va vérifier que toutes les déclarations, qu'il y a bien une déclaration par partenaire, par associé et par demandeur qui a été téléchargée sur le site. Donc cette vérification va être faite et quand vous allez procéder à la validation, vous aurez un message d'erreur si il manque une association entre un document et un partenaire ou un associé.
Par contre, le système, bien entendu, ne peut pas savoir ou ne peut pas analyser, vérifier le contenu des documents. Donc, c'est à vous de vous assurer que le contenu des documents correspond bien au partenaire, à l'associé que vous mentionnez. C'est arrivé par le passé d'avoir une déclaration du partenaire 1 avec le partenaire 1 comme associé, mais en réalité, ce n'était pas ce document qui était chargé, mais un document, soit le document de votre partenaire, soit un document qui n'avait rien à voir, dans certains cas même avec le projet. Vérifiez bien cela. Le système ne peut pas tout vérifier à votre place, bien entendu. Donc voilà, pour la section documents, tous les documents, une fois que tous les documents sont téléchargés sur le système, nous allons aller à la section exporter. Alors, nous allons à la section exporter. Voilà. Donc, en ce qui concerne la section exporter, vous avez la possibilité d'exporter un certain nombre de documents, notamment d'exporter le formulaire de demande en version Word, donc en version stock, mais également d'exporter ce formulaire en version PDF, et enfin d'exporter également le budget en format Excel, qui vous permettra de travailler le budget sur le côté, éventuellement d'échanger avec vos partenaires. Donc à tout moment, vous avez l'option d'exporter ces 3 documents. Et enfin, après exporter, nous allons retourner vers la section soumettre, où nous avons déjà été un petit peu plus tôt dans cette présentation. Et très important de vous rappeler qu'avant de soumettre, vous allez devoir valider. Donc, nous allons revalider cette proposition. Et comme vous l'imaginez, nous avons toujours un très grand nombre d'erreurs, de messages d'erreurs qui apparaissent, puisque notre présentation, notre proposition est un exercice et que volontairement nous avons laissé beaucoup de sections sans remplir, notamment en ce qui concerne les partenaires et notamment également tout le budget. Donc voilà un certain nombre de messages d'erreur. Vous remarquerez également qu'il y a des messages d'erreur liés au téléchargement des différents documents, puisque nous n'avons pas téléchargé les documents à l'exception de la déclaration du demandeur. Donc, voilà, très important à vérifier. Tous ces messages d'erreur sont des modifications à apporter à votre proposition obligatoirement, car sinon vous n'allez pas pouvoir soumettre la proposition. Comme on l'a déjà vu auparavant, même chose pour les groupes de tâches, pour le budget ou pour le plan financier, vous pourriez avoir de nombreuses erreurs à corriger. Quand vous aurez une situation où votre proposition sera remplie de façon satisfaisante, où toutes les sections ici dans le menu de gauche, dans le menu vertical de gauche sur votre écran, apparaîtront comme complétées en vert à 100% et que vous n'aurez plus de message d'erreur au moment où vous allez valider votre proposition, vous serez finalement capable de soumettre votre proposition. Alors, nous insistons encore et encore sur le fait que vous ne devez pas attendre le dernier jour pour soumettre vos propositions. Nous recommandons même de la soumettre 2-3 jours à l'avance, plus même si possible. Alors, il est important de rappeler que une fois que votre proposition aura été soumise, vous aurez l'option de revenir en arrière. Et vous reviendrez alors au statut de brouillon. Si vous regardez sur l'écran que vous avez devant vous, dans le coin supérieur droit, vous avez le statut brouillon. Lorsque votre proposition sera soumise, ce statut ne sera plus brouillon. Par contre, si vous retournez en arrière, vous reviendrez de nouveau au statut de brouillon. Ce qui veut dire que votre proposition sera considérée comme non soumise. Donc c'est très important de remarquer que si vous soumettez votre proposition, que vous utilisez ensuite l'option retour en arrière, votre proposition redevient un brouillon et elle sera considérée comme non soumise si vous ne la soumettez pas à nouveau. De toute façon, si vous revenez en arrière, un message
sera envoyé au demandeur pour lui rappeler que la proposition, si elle n'est pas resoumise, la proposition ne sera pas considérée comme reçue et ne sera donc pas évaluée. Donc ça, c'est des messages très importants. Nous insistons sur le fait de présenter le plus tôt possible, plusieurs jours à l'avance, parce que de toute façon, vous allez avoir le temps de revenir en arrière si nécessaire et de resoumettre. Alors, encore une fois, vous rappelez, si vous allez en bas de page, vous allez trouver le mail d'information pour le soutien technique, pour toutes les questions, pour tous les doutes ou problèmes que vous pourriez rencontrer lors de la soumission de votre proposition. Là aussi, on va vous demander de ne pas attendre le dernier jour pour envoyer vos questions à ce mail de soutien parce que lors du dernier jour, par expérience, on reçoit énormément de demandes de soutien et malheureusement, le programme ne peut pas répondre à tout le monde en même temps lors des dernières heures du délai de soumission. Très important, essayez d'anticiper, essayez de soumettre à l'avance et d'envoyer vos questions à l'avance. Ne laissez pas tout ça pour les dernières heures et malheureusement, c'est le cas. On a eu le cas de propositions qui ont attendu la toute dernière heure, qui ont essayé de contacter le mail de soutien, mais malheureusement, comme je vous ai dit, on ne peut pas, l'autorité de gestion ne peut pas répondre à tout le monde en même temps sur les dernières minutes du délai de présentation. Alors voilà pour ce qui est de la présentation de l'outil donc pour la soumission en ligne. Alors permettez-moi encore de prendre 2 minutes de votre temps et de retourner sur le site web. Donc on va sortir du système de présentation en ligne et nous allons retrouver le site web. Bien. Alors nous allons aller à la section appel à proposition. Donc, on va tout d'abord la mettre en français. Ça peut prendre quelques secondes. Voilà. La version française arrive et nous allons aller à la section appel à proposition. Juste pour vous dire que si vous allez à l'appel à projet de capitalisation, donc qui est le seul appel ouvert pour le moment, vous avez 3 sections qui seront très utiles pour vous, notamment la section questions fréquemment posées, où vous allez pouvoir poser les questions qui ne sont pas d'ordre technique, mais qui sont en relation avec l'appel, avec votre demande. Si vous n'avez pas encore posé de questions, vous devrez créer un compte. Une fois votre compte créé, vous allez pouvoir poser vos questions. De toute façon, vous allez pouvoir vérifier les questions déjà existantes en fonction des différentes catégories. Et évidemment, vous allez pouvoir découvrir des réponses qui ont déjà été apportées à d'autres demandeurs et ces réponses sont à prendre en considération également dans la rédaction de votre proposition. Donc, n'oubliez pas de vérifier de temps en temps les questions disponibles sur cette section et de les prendre en compte. Ensuite, nous avons une autre section très intéressante, c'est la section sur les idées de projet et recherche de partenaires. Donc, si c'est votre cas, si vous avez besoin de partenaires, vous pouvez ici, à partir du moment où vous avez créé un compte, vous pouvez rechercher vos partenaires en présentant votre idée et en spécifiant le type de partenaire que vous cherchez. Et si vous n'êtes pas demandeur mais partenaire, vous avez également ici l'opportunité de trouver des projets portés par d'autres demandeurs auxquels vous voudriez participer. Donc là, vous avez déjà, comme vous pouvez le voir, un certain nombre d'idées de projets qui ont été déposées par différents pays. N'hésitez pas à les consulter. Et enfin, et pour terminer, nous allons à la section déposer une proposition de projet. Donc, ça va arriver tout de suite, où nous allons retrouver un ensemble d'informations, notamment le guide de l'utilisateur dont je vous ai parlé en début de présentation. Très important, lecture indispensable avant de commencer la rédaction de votre proposition. Et enfin, nous avons les présentations dont celles-ci sont disponibles sur le site. Donc,
les autres présentations, surtout celles sur le budget dont je vous ai parlé plusieurs fois dans cette présentation. Ensuite, vous avez les documents clés avec les versions en français et en arabe. Pour l'anglais, vous devez aller sur la version anglaise du site. Donc, vous avez les documents clés, mais aussi les documents obligatoires à télécharger, les documents pour appuyer la préparation des propositions, notamment, et rappelez-vous, du plan indicatif de suivi et d'évaluation, que je ne vais pas ouvrir parce qu'on a déjà ouvert auparavant. Rappelez-vous de son importance pour savoir comment vous allez aborder les résultats, quels résultats attendus vous allez choisir, quels indicateurs de résultats et quels indicateurs de réalisation vous allez choisir, mais également pour découvrir les valeurs cibles au niveau programme qui vous permettront de déterminer les valeurs cibles au niveau de votre proposition. Voilà, donc tous ces documents sont disponibles sur cette section. Je vous invite évidemment à parcourir la section car vous pourrez trouver beaucoup d'informations pertinentes qui probablement à un stade ou l'autre de votre proposition vont vous apporter un petit plus qui vous permettront de rédiger plus facilement et vous éviteront des pertes de temps qui sont toujours très dommageables. Voilà donc pour cette présentation qui a été longue, je vous remercie pour votre attention. Je crois que si vous avez si vous êtes resté avec moi pendant plus d'une heure, je crois que je vous en suis très reconnaissant et bien sûr, je suis sûr que ce sera très utile pour vous, pour votre proposition. N'oubliez pas de consulter et de regarder les autres propositions, les autres présentations qui sont disponibles. Je vous souhaite un bon travail, beaucoup de chance et j'espère qu'on se retrouvera bientôt, soit pour d'autres présentations, soit à d'autres occasions. Encore bon travail et bonne chance à tous. Merci beaucoup pour votre attention.